la veille du baccalauréat, déjà le vendredi, nous pouvons dire que le baccalauréat, la phase écrite commence à leur niveau, puisque les chefs services des enseignements secondaires vont les inviter pour leur permettre, n'est-ce pas, de savoir les centres dans lesquels ils sont chefs de centre ou chefs de centre adjoints. Ensuite, cette rencontre leur permettra de rentrer en possession de la liste des surveillants qui vont surveiller dans leurs différents centres. Une fois la conformité établie, ils se déplacent ensemble pour aller dans leur centre, pour voir l'état de préparation du centre. Il faut aller pour voir si le centre a été bien préparé et que si ça répond déjà pour accueillir les acteurs. Ainsi arrivé, il doit d'abord voir au niveau de la cour. Est-ce que la cour a été mise au propre? Est-ce qu'il n'y a pas de tas d'ordures où pourraient se cacher des reptiles et des insectes dangereux pouvant mettre en péril la vie des acteurs qui vont se présenter là? S'il y en avait, ils doivent dégager cela. Après avoir constaté la propreté de la cour, ils doivent aussi aller salle par salle pour voir si, entre-temps, les salles ont été bien préparées. Bien préparées, c'est quoi? La propreté des salles. Ensuite, n'est-ce pas, ils doivent aussi constater que les tables et bancs sont bien rangés de telle sorte que le candidat qui est assis derrière ne puisse pas voir ce que celui qui est devant, n'est-ce pas, est en train de faire. Ensuite, ils doivent aussi voir les inscriptions sur les tables, les numéros d'inscription des candidats. Est-ce que ces numéros sont bien inscrits? Est-ce que de façon chronologique, ces numéros sont bien inscrits? Parce qu'un numéro, n'est-ce pas, mal écrit, n'aura pas de candidat. Et le candidat qui n'aurait pas déjà son numéro inscrit, le stress commencerait comme ça et on serait quelque part coupable, n'est-ce pas, dans l'échec d'un candidat. Donc, ils doivent le faire au peigne fin pour constater que la préparation est parfaite. Pour qu'un candidat puisse avoir accès à un centre de composition, il doit détenir deux pièces principales. La première pièce, c'est la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité en cours de validité. Et ensuite, la seconde pièce, c'est sa convocation qui permet de savoir que le candidat qui est là, c'est lui qui est convoqué pour passer le baccalauréat. Alors, par rapport, n'est-ce pas, à la carte nationale d'identité, nous avons appris, les chefs d'établissement, n'est-ce pas, ont remonté l'information au niveau du directeur général de l'Office du baccalauréat, à savoir que les cartes d'identité de certains candidats ne seraient pas déjà disponibles. Mais dans le processus, n'est-ce pas, de la formation, de l'établissement de la carte, ils sont au niveau de la carte et du CIP. Le directeur général de l'Office du baccalauréat a accepté que le CIP soit accepté comme pièce devant permettre aux candidats de composer. Le CIP en question, qu'il comporte la signature du candidat ou pas, est autorisé pour que le candidat puisse composer dans les meilleures conditions. Le dernier mot que je voudrais dire provient, n'est-ce pas, du directeur général de l'Office du baccalauréat. Il demande aux candidats et aux parents de garder leur sérénité pour que l'examen puisse se passer dans de très bonnes conditions. La préparation a été faite avec les parents, la préparation a été faite avec les enseignants. L'Office du bac apporte sa partition pour dire que nous sommes derrière les candidats. Nous les accompagnons pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Bonne chance à tous les candidats. Le dimanche 16 juin 2024, la communauté musulmane fêtera la Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir, la plus grande fête musulmane. C'est une occasion pour les fidèles musulmanes d'immoler une bête en souvenir à l'ordre divin donné à Ibrahim pour qu'il sacrifie son fils Ismaël. Au marché de vente de bétail de Zongo, à Cotonou, la morosité économique dite sa loi. Cette année, nous-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas.
Chaque année, c'est vers Possé qu'on nous envoie les moutons. Chaque année. Alors que cette année, on ne sait pas pourquoi. On est là, presque 3 jours après Tabaski, et on nous a fait quitter là-bas. On est là, mais les mairies sont venus, nous a fait quitter là-bas. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Ouais, et encore là où on nous a mené maintenant, là où on est maintenant, on est dans un coin. Et voilà que les clients ne savent pas qu'on est ici. Ouais, non. Sinon, tellement, ça ne va pas. Actuellement, les moutons varient de 70 000 à 200 et quelques mille, 300 et quelques mille. Les trucs sont chers actuellement. Les gens viennent demander au fur et à mesure, mais ils n'ont pas les moyens de payer les moutons parce qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays aussi. La fête Tabaski vient maintenant. Tout le monde a droit à faire ce qu'il va faire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller loin, qui peut aller dans la bourse pour aller faire. C'est pas tout le monde qui peut aller jusqu'à au Fonzé ou bien au Coca Saint-Menon. C'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Voilà, si on a Zongo aussi, il y a des trucs qui peuvent profiter pour prendre les trucs pour partir. Depuis l'année passée que ces genres de trucs commencent, mais l'année passée, c'était bien passé quand même. Les gens, il y a des trucs qui viennent dire que les bêtes sont chères. Pourquoi c'est pas ça? Ça fait des frontières. Maintenant, il n'y a pas de frontières. Avant de faire rentrer les moutons ici, là, tu vas dépenser avant de rentrer ici. Et tout ça, là, ça va faire que tu vois que les moutons vont être chers. Et voilà que les moutons n'est pas même. Il y a beaucoup de mêmes moutons, mais n'est pas encore arrivé. Bon, on a essayé de diminuer les prix de moutons. Bon, même si depuis le nord, on paye un mouton à 100 000, si on trouve au moins une bénéfice de 5 000 déjà, bon, ça nous arrange parce que on va dire, bon, on va enlever les frais de transport, quoi et quoi. Bon, on ne cherche pas beaucoup de bénéfices à cause des clients. Ils n'ont qu'à plus payer pour faire le tabaski avec. Il y a 70 000, 80, 85, jusqu'à tout ce que l'homme est venu va trouver pour lui. Essayez de venir un peu. Bon, on va savoir comment faire avec vous pour les prix de moutons, pour que vous puissiez fêter bien à l'aise. Ça serait bien de notre côté aussi et de votre côté. Comme nous sommes tous les mêmes. Les commerçants espèrent toujours la venue des clients. La vente de friperies est une activité phare à laquelle s'adonnent de plus en plus de Béninois et pour laquelle les Nigériens et autres expatriés excellent. Ici, à Cotonou, un marché lui est même consacré exclusivement. Vous y trouverez de tout. Vêtements, chaussures et autres. Appelé Misebo, cet endroit est l'un des lieux les plus fréquentés par toutes les couches de la population. Vincent, vendeur de fripes à Misebo, partage un peu avec nous le quotidien de ce marché. Tu ne peux pas faire mal ici. Si tu fais mal ici, là, ils vont dire il ne faut pas faire, il y a un policier là-bas. Sinon, si tu fais mal, le policier va te trapper en même temps. Donc ici, là, on ne fait pas les choses de mal, quoi. Et pour vendre les boutiques, là, les gens qui vont en boutique, ils viennent ici pour payer les jeans aussi. Et les friperies qu'on vend. Ils peuvent payer ça, aller là-bas, ils vont faire quelque chose dedans pour vendre. Mais les choses qui sont dedans, là, c'est les mêmes choses. Mais ici, là, ils vont payer ça ici à petit l'argent. Mais aller là-bas, là, il va payer ça là. Trop cher, quoi, c'est ça. Dans ce marché, quelques personnes nous expliquent pourquoi elles préfèrent faire leurs achats dans les fripes que dans les boutiques. J'achète ça, c'est pour aller redonner un nouveau style à ça. Sinon, si on achète ça comme ça, on ne peut pas revendre ça comme ça. Et bon, des fois, si ça arrive, on trouve ça, l'unité 100 francs, soit l'unité 100 francs. Soit 150. Des fois, bon, s'il y a marché, on achète ça 100 francs. S'il n'y a pas marché, bon, 150, 200. Moi, je fais ça avec pantalon, soit culotte. Donc, si je refabule ça avec pantalon là, je vends ça des fois, je vends ça 800, 1000 francs. Ah, prêt-à-porter est différent. Hein. Prêt-à-porter est différent parce que prêt-à-porter là, ça vient dans un autre pays. Bon, et les gens n'aiment pas acheter les styles de chez eux. C'est pourquoi nous, les tailleurs, nous redonnons un autre. Des fois, les prêts-à-porter là achètent chez nous et disposent. Parce qu'ils voient notre style est différent. Si je ne suis pas ici, moi j'ai apporté un de mon style là,
Si vous voyez ça, vous allez comprendre que oui, ça aussi c'est un bon travail. Bon, on préfère acheter les préférés parce que le prix est abordable. Et comme tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les chaussures qui ont les prix élevés, donc on préfère acheter ceci. Et aussi la dureté, ça dure beaucoup. Bon, à force d'utiliser les chaussures là, bon, on se rend compte que ça dure plus. Et c'est ça. Oui, les prêt-à-porter sont là. Bon, si tu veux faire une sortie chic et autres, tu peux aller acheter dans les prêt-à-porter et autres. Et ici aussi, on en trouve des chaussures qui sont de très bonne qualité, présentables, et tu peux porter. Donc ça dépend, c'est le choix. Moi, c'est parce que ce sont des fripes et je suis un petit peu contre la consommation de vêtements par rapport à la pollution. Enfin, Puis ici, il y a tellement de choix, il y a beaucoup de seconde main. Enfin, on peut trouver des articles qu'on ne trouverait plus ailleurs. Donc c'est pour ça aussi que comme je vous ai dit, c'est mes convictions dans le sens où je suis contre l'achat de vêtements neufs. Parce que je trouve que c'est extrêmement polluant de fabriquer des vêtements neufs. Donc autant se tourner vers des marchés comme ça. En plus, on revalorise des vêtements qu'on aurait jetés autrement. Et en plus, c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Donc voilà. L'ANC, le principal parti sud-africain, a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec plusieurs autres partis en vue de former un gouvernement de coalition après avoir perdu sa majorité absolue lors des élections fin mai. Cette annonce survient à la veille de la première séance du nouveau Parlement sud-africain au cours de laquelle les législateurs éliront le président. L'accord prévoit la reconduction du président Cyril Ramaphosa pour un deuxième mandat. Les partis inclus dans cette coalition comprennent l'Alliance démocratique de centre-droit, le Parti nationaliste Zulu Inkatha, le Mouvement démocratique uni de centre-gauche et le FF+, un parti identitaire blanc. Le parti de l'ex-président Jacob Zuma, Umkhonto we Sizwe, arrivé en troisième position lors de ces élections, a annoncé son intention de contester les résultats en justice et ses députés prévoient de boycotter la session d'ouverture du Parlement. Depuis la fin de l'apartheid il y a 30 ans, l'ANC, parti historique de Nelson Mandela, détenait la majorité absolue et élisait traditionnellement un président issu de ses rangs. Tournant politique majeur pour le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Le Congrès national africain a révélé jeudi un accord historique avec l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, et d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Nous avons tenu au cours de la semaine dernière de multiples discussions avec les partis politiques qui ont obtenu des sièges dans le 7e Parlement démocratique. Les discussions ont aussi porté sur le dialogue national qui devrait aboutir à un pacte social sur les principaux défis auxquels l'Afrique du Sud est confrontée, comme le chômage, l'inégalité et la pauvreté. Cette coalition inédite pourrait permettre la réélection de Cyril Ramaphosa pour un second mandat. L'ANC souhaite travailler avec autant de partis politiques que possible. Nous avons parlé avec le Parti de la Liberté Inkatha et ils ont également accepté de participer au gouvernement d'union nationale. Pour nous, c'est une avancée majeure. La première séance du nouveau Parlement sud-africain est prévue pour ce vendredi avec l'élection du président à l'ordre du jour. Le Maroc célèbre dans quelques jours la fête religieuse de l'Aïd el-Kabir. Comme tous les musulmans du monde, les Marocains sacrifient traditionnellement un mouton dans le cadre des festivités. Mais ce sacrifice traditionnel est devenu très cher en raison de la sécheresse qui frappe le pays du Maghreb. À cause de la sécheresse, nous sommes parfois obligés de vendre des moutons afin d'obtenir de l'argent pour acheter du fourrage pour les autres moutons restants. Cela a provoqué une hausse des prix sur le marché, car nous vendons un certain nombre de moutons afin de contrôler la situation. La sécheresse a réduit la quantité de nourriture des moutons. Le manque d'herbe a contraint les éleveurs à donner du fourrage à leurs troupeaux, mais le prix de ce dernier est passé progressivement de 18,75 € à 42 € par quintal. Le nombre de moutons au Maroc a baissé suite à 6 années consécutives de sécheresse.
Et cela a entraîné la disparition des pâturages, qui étaient la première ressource des éleveurs pour paître, ce qui les a poussés à recourir d'abord à l'achat de fourrage pour leur bétail, et beaucoup d'entre eux sont morts. Pour faire face à la hausse des prix des moutons marocains, les vendeurs se tournent vers l'Espagne, où ils peuvent s'en procurer à des prix plus abordables. Depuis le début de l'année, le Maroc a importé 600 000 moutons espagnols. Une épaisse fumée recouvrait encore le ciel d'Irbil dans le nord de l'Irak jeudi, alors que les pompiers tentaient toujours de venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré dans des raffineries de cette ville du Kurdistan dans la nuit de mercredi à jeudi. Le feu est parti des réservoirs contenant des tonnes de carburant avant de gagner les raffineries. Le bilan encore provisoire fait état d'une dizaine de blessés, des pompiers principalement. Nous sommes gravement touchés par cet incendie. S'ils ont des pertes financières, nous avons des problèmes de santé. Nous avons des patients que nous devons emmener chez le médecin 2 ou 3 fois par semaine en raison des odeurs. Le département régional de la défense civile du Kurdistan dit avoir mobilisé plus de 40 équipes de pompiers pour faire face à cet incendie. Dans les Pouilles, au sud de l'Italie, des voix se lèvent pour dénoncer le sommet du G7 qui se tient dans le pays du 13 au 15 juin. Les militants dénoncent les politiques des pays industrialisés et exigent des actions concrètes pour la justice climatique. Parmi eux, Nicolas Somonouk, originaire d'Ouganda. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que nous, les gens du Sud global, nous sommes ceux qui sommes confrontés au problème du changement climatique. Nous affrontons la plupart des crises et la plupart de ces crises sont causées par les pays du G7. Et pourtant, ils cherchent toujours à s'en détourner. Je suis ici pour amplifier nos voix et montrer que lorsque nous parlons du changement climatique, lorsque nous parlons de l'annulation de la dette pour la justice climatique, ce n'est pas uniquement une question des pays du G7, mais c'est aussi une question des pays du Sud global. Et lorsque nous parlons du changement climatique, c'est une crise qui nous affecte tous. Ce sommet du G7 qui se poursuit jusqu'à samedi abordera des enjeux allant des conflits mondiaux à la crise migratoire et bien plus. Dans l'ombre de cette réunion, la voix des manifestants retentit pour réclamer un avenir plus juste et durable pour tous. Des dizaines d'entre eux se sont rassemblés jeudi pour préparer une grande manifestation qui aura lieu lors du dernier jour du sommet. En Allemagne, les propriétaires du parc zoologique de Thuring affirment que l'un de leurs éléphants africains serait médium. Ce pachyderme visionnaire, qui répond au nom de Booby, a marqué un but dans un filet décoré du drapeau allemand et aurait ainsi prédit la victoire de l'Allemagne contre l'Écosse pour le match d'ouverture de l'Euro 2024. Le métier d'éléphant oracle n'est pas de tout repos. Booby va pouvoir déguster un seau d'orge en collation pour recharger ses pouvoirs psychiques. Un oracle. Notre éléphant d'Afrique, Booby, est un oracle capable de prédire le vainqueur du prochain match de football entre l'Allemagne et l'Écosse. Qui sera le vainqueur? L'Allemagne, bien sûr. Ce nouveau prodige de la prédiction des résultats de football, né en Italie, a montré de l'intérêt pour ce sport lorsqu'un ballon est tombé dans son enclos et que Booby l'a immédiatement renvoyé. Rendez-vous donc vendredi soir, après le match à l'Allianz Arena de Munich, pour vérifier si Booby avait les bons pronostics. Pendant que les dirigeants du G7 sont réunis en Italie pour discuter des conflits mondiaux, leurs conjoints visitaient des sites tels que celui de Borgo Egnatia à Fassagno. Les premières dames et le conjoint d'Ursula von der Leyen ont pu explorer le musée archéologique local d'Egnatia qui présente des découvertes pré-romaines de Messénie, la forteresse de Petoleccia et plusieurs oliviers millénaires. L'Italie accueille le sommet du G7 jusqu'à samedi. Les pays membres sont le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Les dirigeants se pencheront sur les préoccupations de longue date de l'Italie concernant les flux migratoires incontrôlés et la traite des êtres humains. D'autres questions récurrentes telles que le changement climatique et la Chine seront également abordées. L'Organisation mondiale de la santé a révélé mercredi que plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été soignés pour malnutrition aiguë dans la bande de Gaza. 28 d'entre eux sont décédés. Face à cette situation, l'OMS et ses partenaires ont tenté de renforcer les services de nutrition, selon le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une grande partie de la population de Gaza est confrontée à un niveau catastrophique de manque de nourriture et à des conditions proches de la famine. Malgré les rapports faisant état d'une augmentation des livraisons de nourriture, rien ne prouve actuellement que ceux qui en ont le plus besoin reçoivent des aliments en qualité et en quantité suffisante. L'OMS et ses partenaires ont renforcé les services de nutrition. Plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été diagnostiqués et traités pour malnutrition aiguë. Cependant, en raison de l'insécurité et du manque d'accès, seuls 2 centres de stabilisation pour patients gravement sous-alimentés peuvent actuellement fonctionner. Notre incapacité à fournir des services de santé en toute sécurité, combinée au manque d'eau potable et d'assainissement, augmente considérablement les risques de malnutrition chez les enfants. Le chef de l'OMS a aussi insisté sur la crise sanitaire croissante qui frappe la Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 480 attaques contre les services de soins qui ont fait au moins 16 morts et 95 blessés. Alors que s'ouvre le sommet du G7, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, a exhorté les dirigeants à utiliser leur influence pour prévenir une famine causée par l'homme. Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, a souligné que retarder l'action équivaudrait à une sentence de mort pour des centaines de milliers de personnes. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, appelle les dirigeants du G7 à user de leur influence pour empêcher une famine provoquée par l'homme. Il a averti que les conflits alimentent la faim dans de trop nombreuses régions du monde, du Mali au Myanmar. Il a ajouté que le choix entre l'inaction et l'inconscience n'a jamais été aussi clair qu'à Gaza et au Soudan. Le chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a déclaré que ce sommet joue un rôle irremplaçable dans la gestion des crises mondiales. L'ONU espère une action rapide du G7 contre les crises alimentaires sévères à Gaza, où 1 million de personnes risquent de mourir de faim d'ici la mi-juin, et au Soudan, où 5 millions de personnes sont déjà au bord de la famine.